Bonsoir et bienvenue sur Alafia TV, votre émission politique, l'invité de la semaine, qui fait le point des sujets, en tout cas de l'actualité politique de la semaine. Alors aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Abdelkader Meiga du M5 RFP, mouvement donc du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Vous êtes également membre de Gaolama, président de Gaolama. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci, tout le plaisir est pour nous. Alors, comme vous le savez, l'expert onusien, en tout cas Alioune Tine, a fait une conférence de presse dans laquelle il a indiqué que la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée dans le centre du Mali. Cependant, alerte sur une bombe sociale qui est là, la fermeture des écoles. Vous déjà, quelle est votre appréciation de la montée en puissance des forces armées maliennes ? Avant de réagir à vos propos, permettez-moi en tout cas de saluer une fois de plus le peuple malien, le gouvernement actuel, les panafricains et les membres et sympathisants du M5 RFP. Aujourd'hui, la montée en puissance de l'armée est une vision et une volonté politique affichée. Une volonté politique réelle des gens qui ont pris la mesure qu'il fallait pour pouvoir sécuriser notre pays. En réalité, c'est une vision globale du M5 avant même d'être au pouvoir. Mais je pense également que les militaires en âme et en conscience, dès qu'ils sont arrivés, c'était leur premier souci, de relever le défi de l'insécurité. Et ils ont eu l'occasion cette fois-ci d'avoir l'accompagnement et du peuple et vraiment des hommes qui sont au gouvernement, qui sont politiquement bien assis. Alors, quid de la bombe sociale dont parle l'expert onusien ? Vous n'avez pas d'inquiétude à ce niveau-là ? Non, vous savez, rien ne saurait marcher sans la sécurité. Les 900 écoles fermées, ça n'a pas commencé maintenant. C'est entre 2012 et 2018 que ces écoles étaient fermées. Mais nous sommes convaincus qu'avec la sécurité, dans maximum, on peut dire que la rentrée scolaire prochaine, il y aura une grande partie de ces écoles qui vont reprendre. Ok, justement, par rapport à la sécurité, la problématique de la sécurité, par exemple, dans le secteur de Gao, les cas de Gao disent qu'ils vont aller, en tout cas, décider d'impact social avec les communautés. Est-ce que vous, en tant que membre de Gaolama, vous serez là-bas, vous êtes impliqué ? Non, j'étais impliqué au début, mais après je me suis retiré. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine franchise que je ne trouve pas dedans. Il y a une certaine sincérité que je ne trouve pas dedans, personnellement. Donc j'ai préféré me retirer. Mais Gao, pour la sécurité à tous les prix Moi, je préfère plutôt miser sur l'armée malienne. Ok, très bien. Alors, la France a décidé de retirer ses troupes du Mali. Le gouvernement malien, lui de son côté, invite la France à le faire sans délai. Est-ce que c'est pas trop dit ? Non, je suis désolé si vous me demandez, ça me fait rire quoi, parce que je trouve que les autorités maliennes ont été très très sages, parce que moi à leur place il y a longtemps je n'allais même pas attendre la conférence pour demander à la France de dégager, parce qu'en juin déjà... Mais est-ce que c'est la chose à faire à un ami ? Mais la France n'est pas un ami. Pourquoi ? Parce que tout simplement, de 2013 à aujourd'hui, de 2012 à aujourd'hui, tous les actes que la France pose, c'était pour démanteler le Mali. Depuis 2013 ? Depuis 2012. Depuis 2012 ? Depuis la création du MNLA en France. Et après le bombardement de la Libye, tuer Kadhafi. Alors que je me rappelle bien, le président malien d'alors, que son âme repose en paix, Amadou Toumani Touré, était farouchement opposé à cet acte de la France parce qu'il s'était clairement établi que le Mali allait être déstabilisé. Mais ils n'ont pas voulu nous écouter. À un même moment, on donne des armes à ceux qui sont chargés de venir de réclamer une portion de notre territoire. Mais c'était à nous d'empêcher que ces groupes armés de pénétrer notre territoire national. Je pense que nous avions fait ce que nous pouvons faire en son temps. Mais ce qui nous a fait mal, c'est de faire confiance à une France qui est venue nous dire « Je viens vous aider, ne vous faites pas de soucis, avec l'accord de défense militaire que nous avons, il n'y a aucun problème, vous aurez la paix. »
avec une munissement qu'on pensait... Le Nord n'a pas la paix. Mais pas le Nord, c'est le Mali qui n'a pas la paix. Quand ils sont venus, on était juste aux abords de Kidal. C'était une crise pondérée aux abords, aux alentours de Kidal. Mais plus tard, ou on peut dire 7 ans après, c'est 80% du territoire. Alors ça servit à quoi? Et comme je l'avais une fois dit, tous les responsables chargés de la sécurité de façon intrinsèque au niveau de la munissement sont des Français, des vrais Français de souche. Et vous souhaitez leur départ aussi? Mais moi, si ça ne tient qu'à moi, en tout cas, ils vont partir. Même la MINUSMA? Même la MINUSMA. La MINUSMA, je dis, est une entreprise de prédation de la France. La preuve en est que, tout récemment, Macron disait qu'ils ne peuvent pas partir parce qu'ils sont chargés de sécuriser la MINUSMA. Dans la MINUSMA, il n'y a pas que des Européens, il y a des Africains aussi dans la MINUSMA. Il y a le Sénégal, il y a pas mal de pays qui interviennent. Malheureusement, ça servit à quoi? Moi, je ne peux pas faire de distinguo entre ces Français, la MINUSMA, et les pays africains qui se disent frères africains, qui n'ont pas joué le rôle. Il y a des choses que je vais taire ce soir sur ce plateau à cause du comportement panafricain, à cause du comportement panafricain de certains Sénégalais ou de certains Burkinabés ou de certains Ivoiriens. Sinon, franchement, le rôle que ces pays ont joué dans la crise du Mali est un rôle incommensurable. Mais la MINUSMA n'a pas une mission robuste qui lui permettait, en tout cas, d'intervenir militairement. Ce qui n'est pas vrai. Dans les résolutions, la toute première résolution de la MINUSMA, il était clairement établi que la MINUSMA devrait lutter contre les terroristes, libérer le Mali et aider la population malienne. Qu'est-ce qui s'est passé et aider le gouvernement malien à asseoir sa souveraineté afin d'aller à des élections transparentes et crédibles. Donc la force Barkhane, je veux dire la force Serval jusqu'à la force Barkhane en plus, ensuite la MINUSMA, ces organisations n'ont rien fait de bon au Mali. C'est ce que vous sous-entendez? C'est ce que je dis, pas sous-entends, je le dis et je le maintiens, je le confirme. La seule différence qu'il faut faire, c'est que nous avions Serval qui a réussi à quand même stopper une opération française qui a réussi à arrêter la progression. Donc c'est pas depuis 2012, c'est après Non mais ça n'a pas duré un mois, Serval. Quand Serval est arrivé en 2012, 2013. Janvier 2013. Janvier 2013. Quand ils sont arrivés, ils ont mis fin le même mois à la progression et l'armée malienne a déployé ses forces jusqu'au... Donc c'est à partir de la création de Barkhane que l'échec a commencé. Exactement. En 2014. Mais non, même Serval. Parce que c'est Serval qui a quand même refusé que l'armée malienne rentre à Kidal. C'est là où le bilan de Serval, je le trouve 50% positif. Sinon, j'allais dire que c'est moins que ça. Mais Barkhane, depuis son arrivée, a pris réellement tout ce qui était malheureux au niveau de l'action de Serval et pour baser leur politique sur ça. Et vraisemblablement, ce n'était pas pour amener la paix au Mali, c'était pour diviser le Mali. Et est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Il n'y a pas de preuve aussi claire que de voir un dirigeant français, quand Yves Le Drian dit qu'il y a l'existence de deux peuples au Mali. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre devise, un peuple, un but, une foi. Où est-ce qu'il a trouvé ces deux peuples? Non. Mais ça, c'est pas... est-ce que le fait de le dire, est-ce que c'est... C'est pour corroborer des actes. Concrètement, vous voyez l'accord d'Alger sur lequel ils se battent. Ils passent tout le temps à crier l'application intégrale de l'accord d'Alger. Alors qu'aujourd'hui, tous les éminents experts d'accord ou de cet accord-là sont convaincus que si on appliquait en son temps l'accord intégralement, le Mali n'avait pas plus de quelques années pour être divisé. Peut-être en plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux. Parce que quand tu regardes
le découpage territorial, le fait d'aller à un fédéralisme, qu'on le veuille ou pas, le fait de donner à chaque région une certaine autonomie où le président de la région... Les acteurs locaux étaient conviés à Alger pour négocier cet accord-là. Quels acteurs locaux? Ils étaient conviés, il y avait mais, des chefs, oui, mais comment ils ont discuté? Ils ne vous ont pas dit ça. Comment ils ont discuté? Qu'est-ce qu'ils ont dit de réel et qui ressort clairement dans l'accord? Et certains sont partis sans savoir. Quand même de pacifier la situation à un moment donné. Donc l'accord a aussi ses bienfaits. Moi, je n'ai pas dit l'accord est à 100% négatif. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Votre question, c'est que pourquoi je pense il faut refuser l'application de l'accord. Il faut refuser l'application en l'état. Parce qu'en l'état, comme je vous ai dit, les conséquences sont très grandes. Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'accord? Il y a beaucoup d'articles qu'il faut complètement changer. Comme quoi, concrètement? On ne peut pas accepter que le président des régions soit élu au suffrage universel avec le pouvoir exécutif et législatif en même temps entre ses mains. C'est pour pallier un problème quand même. Par exemple, un gouverneur qui est nommé à partir de Bamako, qui arrive à, je ne sais pas, Sigasso ou à Gao, qui ne maîtrise pas le terrain, qui ne connaît pas les réalités locales. Je pense que ce problème-là, il est là aussi. Non, vous savez, l'administration est une continuité. Ce n'est pas parce qu'il quitte Sigasso ou Kai ou autre chose qu'il ne peut pas maîtriser Gao. Puisque avant, il y avait quand même toujours eu des gouverneurs. Ce problème ne se pose pas. Le grand problème, c'est de ne pas donner la possibilité à toutes les régions du Mali de se lever un jour pour dire nous demandons notre indépendance. Parce que nous avions un président qui est élu comme le président à Bamako ou autre chose. Voilà l'inconvénient. Ce sont des supputations. Peut-être vous pensez que ça allait arriver, mais c'est indéniablement ce qui allait arriver parce qu'à la date d'aujourd'hui, vous avez tout ce tout ce que nous avions décrié à la date d'aujourd'hui, c'est exactement produit comme nous l'avons dit. Tout ce que nous avions décrié en son temps, que ce soit l'accord, que ce soit le jeu trouble de la France, que ce soit la composition de l'aménagement, le jeu trouble de l'aménagement, tout ce que nous avions expliqué aux Maliens est arrivé comme nous l'avons expliqué. Donc franchement, on n'a pas de risque à se perdre, à se tromper. Il y a quel autre point qu'il faut changer dans l'accord? Parce que c'est important quand même. Dans l'accord, je pense qu'il faudra voir la façon dont ils veulent que nos ressources soient partagées. On ne peut pas admettre également que des gens se lèvent pour appliquer l'exploitation de leurs ressources. Dans l'accord, tout ce qu'ils disent à propos de la décentralisation poussée, il faut revoir. Ça ne nous amènera nulle part. Ce n'est pas une bonne solution, la décentralisation poussée. Le fait que les communautés locales puissent s'autogérer. Non, quand je parle de la décentralisation poussée, il ne s'agit pas juste de quelques morceaux de la loi. On parle bien de la régionalisation. Voilà. Moi, je parle de la loi. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la loi qui est reprise dans l'accord en certains points. Si tu veux maintenant corriger, tu es obligé de retourner sur cette loi pour pouvoir résoudre le problème de l'accord. Je vous donne un exemple. Pour réduire un peu le pouvoir de ces présidents, la loi qui était sortie en 2017 avait dit tout simplement que non, que les présidents vont être élus au suffrage universel direct et que leur rôle n'est pas de s'occuper de l'exécutif. Mais c'est dit de telle sorte que dans l'accord, c'est tout à fait le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut considérer? Il faudra reconsidérer l'ensemble et corriger. Abdelkader Mega, vous étiez de ceux qui pensaient qu'il ne faut pas, certainement, je l'espère bien, qui pensaient qu'il ne faut pas changer, modifier la Constitution à cause de l'accord. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut modifier la Constitution. Ah oui, parce que vous le présumez. Voilà, vous le présumez. Dites-moi la vérité. Les raisons ne sont pas les mêmes. Quand on voulait accommoder notre constitution à l'accord, c'était tout simplement pour amener dans notre constitution tout ce que nous craignons. La première des choses, amener un Sénat. La deuxième des choses, donner de l'autonomie peut-être. Mais les assises l'ont proposé encore, par exemple. Oui. Est-ce que vous allez dire non je ne dis pas. Cette fois-ci, la différence, c'est quoi? Les assises ont dit qu'il faut réduire le nombre d'institutions. Voilà. Les assises ont bien précisé. Donc, même si on amenait le Sénat, tu n'auras pas d'équivalent de Sénat dans l'archipel des institutions.
c'est sûr et certain que les Maliens font déjà la différence entre ce qu'ils ont proposé comme Sénat et ce qui allait être proposé avant. Parce que n'oubliez pas quand même qu'avant, on avait déjà eu écho dans le projet de constitution qui a foiré avec un certain maître, je ne sais pas quoi, qui était ministre en ce moment, qui a pris la constitution pour aller demander à un autre avocat français, Sekaldi, de lui proposer quelque chose sur notre constitution. Dans ça, nous avions déjà vu comment est-ce que le président allait nommer le tiers des membres du Sénat. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Donc même dans la façon d'élire... Et vous garantissez aux Maliens que ce ne serait pas le cas cette fois? Ça, c'est sûr que ce ne serait pas le cas. Mais moi, je ne vous dis pas quelqu'un d'autre. Moi, jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas pour un Sénat. Je préfère qu'on reste monocaméraliste. Je préfère qu'il y ait une seule assemblée nationale. Mais on l'a toujours été. Est-ce que les crises ont continué, se sont même aggravées? Est-ce qu'il ne faut pas changer justement de... Non, au niveau de l'assemblée. Les crises ne se sont pas accentuées parce qu'il n'y a qu'une seule assemblée. Les crises se sont accentuées parce que l'homme malien n'est pas correct. Voilà le problème du Mali. Les Maliens ont négligé le pays. Tout se gère depuis un certain temps, depuis 1960 jusqu'à maintenant, tout se gère à Bamako aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on a l'impression que le Mali s'arrête à Bamako. Non, aujourd'hui... On a eu cette impression parce qu'on a trouvé un président qui est venu, qui a amené sa famille, ses enfants, ses copains et que tout est centralisé à Bamako. Ils ont tout. Non, ça s'est accentué avec ce régime déchu qui vient de partir. Ça s'est vraiment accentué parce que c'est avec ce régime que nous avions senti que même si le reste du Mali mourait, ça ne dit absolument rien à Bamako. C'est pourquoi une fois, moi, j'étais sorti. J'ai dit, il faut que les Maliens comprennent que la crise au nord du Mali n'est pas la crise du nord du Mali. C'est une crise existentielle du Mali. Parce que j'avais l'impression que ceux qui étaient au sud ne comprenaient pas ce qui nous arrivait. Mais ça s'est accentué par le comportement des gens de Bamako. Pendant qu'on est en crise, il y a n'importe quel genre d'émission dans les télés, il n'y a aucune restriction des libertés et de mobilité pour que les gens comprennent. Non, mais aujourd'hui, vous avez quand même... À un moment donné, il y a... Non, depuis un certain temps, vous avez compris, quand il s'agissait de marcher, les gens de Bamako, les jeunes de Bamako sortaient pour marcher. Et les jeunes de Bamako, dans leurs tweets, dans leurs vidéos, dans leur communication, faisaient beaucoup de fois référence à la jeunesse de Gao, à la brave et héroïque jeunesse de Gao. Tout ça, ça montre aujourd'hui, qui ne soutient pas, en tout cas toute cette jeunesse aujourd'hui, en grande partie interrogée, ne soutient pas le départ de Barkhane, et qui peut être considéré soi-même comme apatride, parce que voilà, aujourd'hui, quand on ne soutient pas le départ de Barkhane, on est considéré comme apatride. Et vous, quelle est votre réaction là-dessus? Non. Cette jeune brave... Non, il ne faut pas généraliser. Moi, je pose des questions. Je pense qu'il y a un minimum, il y a quelques individus qui sont payés également par des gens proches de cette tendance, qui sont obligés de défendre... De l'autre côté, personne ne paye personne. De défendre. Est-ce que c'est pas la... Je peux répondre à la première question d'abord. D'accord. Donc, les gens qui le disent, ils le disent parce qu'ils sont conditionnés. Mais ils oublient une chose, qu'ils ne peuvent pas remplacer toutes ces vies humaines perdues par ces gens. Ils ne peuvent pas également oublier. Même le cas de Gao particulièrement, moi je suis convaincu d'une chose. Les gens de Gao réclament de l'emploi. La jeunesse de Gao réclame qu'on leur mette dans leurs droits. Il y a par exemple des jeunes, 187, qui ont donné des armes à Serval. Ils n'ont pas été enregistrés. Et aujourd'hui, ils cherchent... La faute à qui? Mais la faute à Serval et au gouvernement malien. Mais ils ont tout fait pour qu'au moins qu'ils puissent adhérer à un système de DDR ou autre chose. Ça n'a pas marché. Ils ont le droit d'être frustrés. Il y a ce genre de situation. Okay. Mais ce n'est pas Barkhane, parce que si Barkhane a servi à quelque chose, dans la ville de Gao, il n'y a aucun sédentaire qui peut circuler avec une Prado ou une V8. Où était Barkhane? Qu'on me dise le seul voleur ou le seul arnaqueur... Est-ce que Barkhane est venu pour traquer des bandits, des voleurs de véhicules? Est-ce que Barkhane n'est pas venu pour justement aller traquer les têtes de pont des groupes armés, en tout cas terroristes? Quand on vous dit, lorsque dans tes objectifs c'est écrit noir sur blanc que tu dois assister la population,
L'assistance, elle est multiforme. Elle est multiforme. Et ces terroristes-là sont dans la ville de Gao. Le nombre d'obus tombés sur la ville de Gao n'est pas tombé quand tu fais la cartographie sur l'ensemble du Mali. Ils étaient où? Barkhane était où? Voilà les questions qu'on se pose. On a combien de militaires à Gao? De militaires, de gendarmes, de policiers, nous? Je ne connais pas le nombre exact. Okay. Ouais. Mais ils doivent aussi jouer quelque chose, on doit aussi questionner leur présence. On ne peut pas questionner leur présence parce que lorsque vous êtes dans un accord de défense où on vous interdit d'avoir accès à votre espace. Donc ça, c'est vrai. Mais on ne va pas inventer. On ne va pas inventer. Ce sont ces raisons qui ont vraiment fait mal à la France. Parce que non seulement au niveau économique, au niveau macroéconomique, on a refusé que la France gère notre compte d'exploitation. Ça, c'était le premier goulot d'étranglement qu'ils n'ont pas pu digérer. Deuxièmement, on les a dit, voilà l'accord de défense, on n'en veut plus. Nous avons des amendements, nous voulons qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Ça également, ça les a dérangés. Troisièmement, on a dit, plus jamais le Mali ne demandera à qui que ce soit l'autorisation de survol de son espace aérien. Donc finalement, ils ont compris que nous avons pris notre indépendance. Notre souveraineté. Et notre souveraineté. Alors, est-ce que nous avons, en tout cas, les moyens de notre politique, de cette politique-là, que nous menons? Est-ce qu'on est prêt à combler ce vide sécuritaire-là? En fait, c'est seulement la détermination des Maliens. Sinon, nous avions tous les moyens. J'insiste. Nous avions tous les moyens pour sécuriser l'ensemble de notre territoire. Il faut que les Maliens arrêtent d'être apatrides. Il y a des Maliens qui... Est-ce que c'est de l'apatridie? Est-ce que ce n'est pas seulement des préoccupations? Non, ce n'est pas seulement que des préoccupations. Ou une inquiétude? Ce n'est pas seulement une préoccupation ou une inquiétude. Il y a des gens qui se disent tout simplement aujourd'hui qu'il faut aller faire des élections dans le seul but de freiner la tendance, le changement de système en cours. Alors que s'il s'agit des élections, on en a fait. On en a fait de plus belles, de bien réussies. Mais ça a changé quoi à la gestion chaotique de notre pays? À la place des élections, qu'est-ce qu'il faut? Non, mais aujourd'hui, à la place des élections, il faut la refondation. Nous devons refonder le pays. Le pays ou le Malien? Les deux. Quand je parle, il n'y a pas de pays sans population. Non, c'est une question. Oui, en tout cas, là, si vous voulez... Parce qu'on peut, on peut revoir les institutions, on peut revoir... Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais l'homme malien même, comme vous l'avez mentionné... L'homme malien est au cœur de la refondation. En fait, pour vous dire clair, si on ne fait pas une refondation de l'homme malien, toute cette refondation que nous voulons amener ne servira à rien. Jusqu'à quand vous estimez la réussite de cette refondation pour aller vers des élections? Non, mais moi, je reste dans le cadre, cette fois-ci, de la volonté manifeste de l'écrasante majorité des Maliens qui ont participé aux Assises nationales de la refondation. Ils ont parlé de 6 à 5 ans. De 6 mois à 5 ans. De 6 mois à 5 ans. Donc pour moi, dans cet intervalle-là, mais sincèrement, 2 ans, c'est peu pour moi. Personnellement, je me dis, un minimum de 3 ans doit vraiment suffire pour que cette refondation soit enracinée. Et si au bout de 3 ans, ce n'est pas fait, ce n'est pas enraciné? Mais si au bout de 3 ans, ce n'est pas fait, il y a peut-être du temps pour augmenter et puis pour finaliser, mais s'arrêter quand même à un niveau bien déterminé. On ne peut pas indéfiniment continuer. Ouais, c'est ça qu'il faut le dire. Le niveau, c'est vraiment l'enracinement de... C'est juste pour poser les jalons de la refondation. Quand tu dis poser les jalons et l'enracinement, c'est la même chose. Ok, pour vous. Pour moi, c'est la même chose. Très bien. Alors qu'en tant que membre de Gaolama ou président de Gaolama, membre aussi de IGDA Mali Tetla, Mali ne sera pas divisé, et partitionné, le CSP, le cadre stratégique permanent, ne vous inquiète pas, qui était d'ailleurs en Italie pour ils ont signé avec les autorités maliennes un accord de principe. Vous dites quoi? Quelle est votre impression? Non, en fait, au début, ça nous a sérieusement inquiétés. Et je peux vous dire que c'est grâce à la montée en puissance et notre partenariat avec la Russie qu'aujourd'hui, les gens ont mis de l'eau dans leur vin. Nous sommes moins inquiets
particulièrement aujourd'hui, parce que leur dernière rencontre en Italie, ils ont accepté finalement que le cadre soit sous le joug du gouvernement malien. Ok, on va finir rapidement avec comment on appelle, ce sujet qui est le logement social. Votre nom est cité, apparemment. Quelle est votre réaction? Apparemment, c'est pas vous. Non, c'est bien vous. Non, ce n'est pas moi. En fait, c'est juste une façon de souiller le nom du PM. C'est une façon de souiller l'image du Premier ministre, excusez-moi. C'est une façon de souiller l'image de la transition et d'aller chercher des poux là où il n'y en a pas. Okay. En fait, c'est un certain Abdelkader Paul Maïga, mais ils ont bien fait d'enlever la partie Paul et qui a enlevé la partie c'est qui ont dit. Je ne sais pas, parce que moi j'ai vu, finalement j'ai vu un document où c'est écrit Abdelkader Maïga, conseiller spécial du Premier ministre. Mais je n'ai jamais été conseiller spécial. Et il n'y en a pas aujourd'hui un Abdelkader Maïga conseiller du Premier ministre, il n'y en a pas? Je ne pense pas. Okay. En tout cas, moi, je ne suis pas conseiller du Premier ministre. Vous déclarez devant le peuple malien que ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. J'ai dit sur ma page Facebook. Je pense que ça également, ça a été mal compris parce que je l'avais écrit dans un français. C'est après qu'on m'a fait la remarque. J'ai dit, j'ai jamais postulé pour les logements sociaux et avec le cas actuel, personne ne m'a parlé de ça. Donc le nommé Abdelkader Maïga ne saurait être moi. Si c'est vous retirez votre nom, parce que c'est votre droit de dire non, même si c'est moi, je n'en veux pas. Et ça, je ne vais pas le faire d'abord jusqu'à ce que je sache si c'est moi ou pas. Ok, merci beaucoup, Abdelkader. Parce que j'ai le droit d'avoir aussi un logement, même si je ne vais pas prendre. Merci beaucoup. Donc, c'était l'invité de la semaine avec Abdelkader Maïga du mouvement du 5 juin, Rassemblement de forces patriotiques connu sous le nom de M5RFP. Il est le président de Gao Lama. Merci beaucoup, Abdelkader. Tout le plaisir a été pour moi, pour Gao Lama, pour le M5 et puis pour la coalition contre la partition du Mali, IGDA Mali Tetla. Ok, merci beaucoup. Voilà, et à très bientôt sur Alafia TV.